arriver également, donc dans ces intentions partagées. Et ça tombe bien parce que c'est le moment qu'on va avoir ensemble maintenant. On va avoir 40 minutes. Quand on a réfléchi là tous ensemble avec le collectif par rapport à cette question, qu'est-ce que ça change finalement quand on n'a plus aucun contact physique? On avait surtout pas mal de questions et on s'est dit que pour nous aider à y répondre, on avait bien envie de faire appel à une invitée. Cette invitée, c'est Marion Genèvre, donc, qui est avec nous là aujourd'hui pendant toute cette matinée. Alors pourquoi Marion? Parce que Marion, donc, elle est philosophe de formation, elle vient de la recherche universitaire et elle a cofondé une agence super qui s'appelle TAE. C'est une agence de philo, elle amène la philo dans les organisations, voilà, pour donner du sens à ce que les entreprises vivent. Et donner du sens, c'est ce dont on a bien besoin ce matin, et notamment par rapport à cette question-là qui nous taraude tous. Donc voilà, donc on va passer 40 minutes avec elle. Donc elle est quelque part sur vos écrans. Marion, peut-être tu peux nous faire un petit signe qu'on déjà repère ton visage. On rappelle que vous avez l'option en haut à droite de votre fenêtre, affichage. Vous pouvez choisir affichage intervenant. Et comme ça, c'est la personne qui prend la parole qui apparaîtra sur votre écran. Voilà, donc juste Marion, si on peut te voir, te repérer peut-être déjà. Alors, je suis en ligne là, tout est activé, mon micro, ma vidéo. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Voilà, Oui. écoute, ça a l'air de très bien marcher. Alors du coup, me laisse comprendre que oui. Super. Donc Marion, on est vraiment très content que tu sois là avec nous ce matin. Donc ces 40 minutes, voilà la façon dont on va les passer. Il y aura d'abord tout un temps où Marion va développer ce sujet. Je crois qu'elle a eu un vrai plaisir à travailler sur ce sujet-là. On va vraiment prendre un temps d'écoute attentive de ce que Marion a à nous dire. Ce sera pendant une quinzaine de minutes. Et puis, à la suite de ça, vous aurez un temps pour poser des questions. Donc, ce temps-là, on pourra reprendre l'outil collaboratif Klaxoon que Myriam nous a présenté tout à l'heure et mettre nos questions qu'on pourra liker. Donc, du coup, pour Marion, ce sera aussi assez précieux de voir qu'est-ce qui se dégage comme question, qu'est-ce qui est assez convergent entre nous. Et du coup, elle prendra ce troisième temps pour répondre un peu aux questions les plus importantes qui émergent de ce temps-là. Voilà, donc un temps en 3 étapes. Et donc, la première étape, c'est à toi la parole, Marion. Et merci d'avance, en tout cas, d'avoir du coup préparé ce sujet pour nous. Merci infiniment au collectif Mensch. Merci à toutes et tous d'être là. Alors, je vais juste avant, pardon. Peut-être juste un point technique pour m'assurer que Myriam, vous avez dit de vous mettre en affichage galerie ou intervenant pendant la conversation de Marion. Je vous propose de vous mettre tous en affichage intervenant, comme ça vous la voyez bien en grand. Et je te laisse la parole. Super, merci. Alors, c'est intéressant que Voilà, je vais rebondir sur ce que tu dis, Chloé. Comme ça, vous verrez bien Marion en grand. C'est typiquement quelque chose qu'on ne se dit pas quand on se rencontre en vrai. Mais là, se dire qu'il faut qu'on se voit en plein écran pour rester concentré, ça nous dit bien ce qu'il peut y avoir aussi de dangereusement narcissisant dans le rapport aux écrans. Voilà. Donc là, je sais que je suis bien en grand sur tous vos écrans. Je suis en plein écran sur 70 écrans. C'est probablement la première fois que ça m'arrive. Donc, c'est parfait. J'adore l'expérience. En tout cas, je vais m'efforcer donc de bien faire mon travail de philosophe avec cette question que le collectif Mensch nous propose aujourd'hui, comment assurer la continuité du lien social au travail sans présence corporelle. Et donc, les philosophes, tout bon philosophe commence par questionner. Donc, je vais évidemment questionner la question. Je ne vais pas me jeter sur la réponse à cette question. Je vais questionner la question et c'est en faisant ce travail-là que je vais, j'espère, essayer d'apporter des éléments de réponse. Alors, c'est les miens. Vous pourriez ne pas être d'accord avec ce que je vais amener et je suis prête à me faire challenger avec bienveillance ensuite à travers les questions que vous soumettrez par Klaxoon. Alors, pour moi, derrière cette question que Chloé et son équipe a formulée, il y a le concept de relation digitalisée. J'ai essayé de sentir derrière cette question-là qu'est-ce qui était en jeu.
parce que la philosophie questionne le monde à travers des concepts, et donc c'est celui de relations digitalisées qui m'a interpellée et qui m'interpelle ce matin. Donc. Et je trouve que se demander comment assurer la continuité du lien social au travail sans présence corporelle contient deux présupposés. D'abord, celui que le lien social au travail dépend effectivement de la présence corporelle, ce qui reste à démontrer. Premier présupposé. Le deuxième présupposé, c'est celui qu'on puisse ou qu'on doive assurer la continuité du lien social au travail, ce qui implique que le lien social soit, sinon nécessaire, du moins suffisamment important pour qu'on se préoccupe de savoir comment le maintenir. Donc, vous voyez, ce qui m'intéresse déjà avec cette question qui a l'air très ouverte et neutre, eh bien, en fait, il y a un certain nombre de présupposés qui sont embarqués. Alors, je relève ces deux présupposés parce que, évidemment, il me semble que par lien social, on veut dire pudiquement relation humaine. Sans quoi, pour moi, la question devient un peu incompréhensible parce que, de fait, les technologies de la communication qu'on a aujourd'hui nous offrent, et on en fait l'expérience tous ensemble ce matin, nous offrent beaucoup de moyens de rester en lien ou connecté. On a aussi cette expression-là. Mais précisément, être connecté ne semble pas nous suffire parce qu'on se pose la question aujourd'hui. Et pour cause, je pense que la connexion, c'est le nom du lien entre des machines, pas entre des êtres humains. Même si on peut utiliser le terme métaphoriquement, on dit on a bien connecté, c'est une métaphore. Le nom du lien entre deux êtres humains, c'est la relation. Et c'est pour ça que ce confinement nous donne à penser une relation digitalisée, si tant est que cette idée même soit tenable, mais je vais essayer de m'en expliquer. Alors, puisqu'on traite de concepts, d'abord, j'aimerais partager avec vous quelques mots sur la relation, ce concept de relation qui est un très beau concept, et essayer d'explorer l'idée selon laquelle elle est un luxe nécessaire pour jouer sur le paradoxe. Je ne sais pas, vous avez peut-être remarqué, pris conscience à travers vos lectures et le métier que vous faites, on vit dans une société qui nous incite à nous considérer comme des individus bien établis en eux-mêmes, qui peuvent choisir, alors certes plus ou moins à loisir, mais néanmoins des individus qui peuvent choisir d'entrer en relation avec d'autres. On peut choisir nos relations. Cette idée-là, que chacun préexiste à ses relations, a été rendue par la célèbre formule de Descartes. Si vous avez de vagues souvenirs de vos cours de philosophie, mais cette formule de Descartes a fait fortune. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Dans cette équation, vous entendez bien que l'autre est absent, ou en tout cas, il n'est pas au fondement de mon existence. Donc, ça, c'est la pensée cartésienne dont on hérite et qui colore toute notre culture. Il faut savoir qu'au même siècle que Descartes, on est au XVIIe siècle, cette conviction-là est très largement partagée, y compris par un autre philosophe bien connu outre-Manche, Thomas Hobbes. C'est celui qui nous a laissé le fameux « L'homme est un loup pour l'homme ». Hobbes nous dit, à l'état de nature, l'homme est seul, libre et en guerre contre tous les autres hommes pour la survie. Et donc, il vient conforter cette conception individualiste dans laquelle la relation n'a aucune valeur naturelle. Autrement dit, si on pouvait s'en passer, on le ferait, mais on ne peut pas parce que l'état de nature nous lie aux autres. Mais la relation va avoir tendance à être considérée comme, peut-être pas un artifice, mais comme quelque chose avec lequel je dois composer pour préserver mon être, mais qui équivaut toujours à renoncer à sa liberté. Bon, voilà, on hérite un petit peu de ça, de cette conception, disons, atomiste du sujet. Moi, je me suis demandé, et j'imagine que vous aussi, est-ce que cette conception-là dit vraiment tout de l'expérience quotidienne qu'on fait, qu'on a de nos relations? Moi, non. Moi, je ne vis pas du tout mes relations comme le nice to have d'un soi, d'un moi déjà constitué. Et donc, je me retrouve beaucoup plus dans toute une tradition de philosophes qui vont s'opposer à cet individualisme d'une certaine manière. Une tradition de philosophes qui vont faire l'hypothèse que, loin d'être seconde, la relation est en fait première. Je vais m'en expliquer en ayant recours à un philosophe qui n'est pas très connu,
un penseur viennois, Martin Buber. On est au début du XXe siècle et les lendemains de la Première Guerre mondiale vont plonger Buber dans une réflexion profonde sur la relation humaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va développer ce que la pensée chinoise et la philosophie bouddhiste avaient déjà enseigné avant lui, que la relation nous fait exister comme personne. La relation nous fait exister comme personne. Et je vous invite à entendre le comme personne aux deux sens où l'expression peut résonner, selon qu'on mette l'accent sur le personne ou sur le comme. Si je dis que la relation me fait exister comme personne et que j'insiste sur personne, c'est pour dire que la relation me fait exister en tant que personne, c'est-à-dire en tant qu'être humain digne de respect. Si j'insiste sur l'idée que la relation me fait exister comme personne et que j'insiste sur le comme personne, c'est au sens où la relation me fait exister de manière unique et singulière. Comme on dirait de quelqu'un qui fait tel gâteau comme personne. Vous savez, cette expression qu'on a, de manière unique, sans comparaison. Et bien voilà, c'est ça. La relation me fait exister comme personne aux deux sens de cette expression. Donc, elle nous fonde. La relation me fonde, elle me précède d'une certaine manière. Elle me nourrit. Et c'est ce que Buber résume à travers une très jolie formule. Au commencement est la relation. Voilà. Donc le paradoxe, c'est que si la relation ne nous est pas toujours naturelle, on peut reconnaître que Hobbes a raison en ce sens, songeons simplement à toutes celles dont on se passerait volontiers, elle nous est pourtant essentielle. Voilà, ça c'est pour ce concept de relation très important. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce que la digitalisation fait à la relation. Qu'est-ce qui se passe avec la digitalisation ? Alors, j'ai relevé deux choses, peut-être que vous en verrez plus. D'abord, la digitalisation médiatise. Elle introduit un écran entre l'autre et moi, ce qu'on vit aujourd'hui, là, ce matin. Deuxièmement, la digitalisation virtualise, en dématérialisant la présence de l'autre, ou plus exactement, en décorporéisant l'autre. Parce que l'autre n'est pas complètement dématérialisé. Moi, je vous vois à travers mon ordinateur. Donc, d'une certaine manière, votre nouvelle matière, c'est mon ordinateur. Par contre, vous êtes décorporéisé. Je n'ai plus accès à votre corps. Et sur ce point-là, je pense qu'il faut être très précis parce que le confinement et la digitalisation à laquelle on a recours ne nous empêche ni de nous voir, ni de nous entendre. Je vous vois, vous me voyez, je vous entends, vous m'entendez. Le confinement nous empêche de nous toucher. Et c'est cette absence du corps de chair qui creuse, selon moi, une différence abyssale entre être en relation et être en interaction. Ce qui se passe avec la digitalisation, c'est que ça transforme nos relations en interaction. Je vais venir ensuite sur en quoi ça me semble être un vrai sujet. Le fait est que même dans le meilleur des cas, c'est-à-dire celui d'une visioconférence, je ne suis plus qu'un être en 2D. Autrement dit, je suis un être qui est amputé de sa troisième dimension, la densité de son corps. En quoi ce n'est pas négligeable ? En ce que je pense que perdre la profondeur du corps, ce n'est pas seulement perdre un champ physique, c'est perdre un champ existentiel. Et je dirais même perdre en champ existentiel. Le fait est que la voix que vous entendez là, c'est une voix qui est... qui passe par le biais de la technologie. Et donc, ce n'est pas tout à fait la tessiture de ma vraie voix. La fluidité de ce que je suis en train de vous transmettre dépend de ma connexion, mon intelligibilité. Alors, outre le fond de ce que je suis en train d'essayer de partager avec vous, si ma bande passante est mauvaise, vous voyez bien que notre interaction va être affectée. Ça n'arrive pas, quand on est dans le corps à corps. Mon intelligibilité ne dépend pas de la qualité du réseau et fort heureusement. Alors, je sais bien qu'on a d'autres problèmes de compréhension mutuelle. Quand on se rencontre pour de vrai, ça ne garantit pas tout. Mais néanmoins, il y a cette idée que je perds la densité du corps et que l'écran plat, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, nous aplatit aussi. C'est-à-dire que ce que Heidegger dirait, c'est que ça nous rend un peu plus pauvres en monde, le fait d'être médiatisé par un écran. Alors, il n'y a pas que Heidegger qui ne s'y est pas trompé sur l'importance du corps.
On va trouver chez tout un tas de philosophes que je ne pourrais pas explorer ici, mais voilà, chez Derrida, si vous voulez, je vous donnerai ensuite des références, mais chez Derrida, chez Merleau-Ponty, chez Lévinas, des explorations sur cette thématique du corps, et notamment des explorations sur le sens de l'incarnation par excellence, qui est le toucher. Notamment toute la tradition phénoménologique que j'affectionne particulièrement. Alors la phénoménologie, c'est le mot, c'est un peu comme anticonstitutionnellement, il faut prendre le temps de bien le prononcer. C'est un courant de philosophie de la perception qui s'est attaché à explorer comment le monde apparaît à une conscience. Eh bien, toute la tradition phénoménologique nous permet de bien comprendre que le relief d'un corps et la possibilité de le toucher constituent l'expérience d'une présence qui fait monde. Et on trouvera par exemple chez une des figures fondatrices de la phénoménologie, Edmund Husserl, cette idée que l'intercorporéité, c'est la matrice première de l'être au monde. L'être au monde, c'est une expression qu'on peut peut-être entendre parfois, alors dans le milieu philosophique, c'est une expression très connue, être-au-monde. C'est donc un concept en soi pour parler de comment l'être humain vit dans le monde. Et donc, ce que nous dit Husserl, c'est que l'intercorporéité, c'est la possibilité d'appartenance à un monde commun. C'est ce qui fait que je peux m'assurer qu'effectivement, j'ai bien un monde en commun avec l'autre. Et je vous laisse imaginer que si on ne devait être qu'en interaction, c'est-à-dire si nous n'avions jamais eu la possibilité de nous rencontrer et si nous n'avions pas la possibilité de nous retrouver, eh bien, à un moment donné, on perdrait la certitude qu'on a un monde en commun. Et je vous propose d'entendre à nouveau, littéralement, par exemple, le mot « contact », pour comprendre ce que dit Husserl. Contact signifie avec, con, tact. Le tact, c'est le tactile, c'est le toucher. Donc, à proprement parler, être en contact, c'est être touchable. Être, j'emprunterai même au phénoménologue en disant être-touchable, c'est tout un. En préparant, en réfléchissant à ce sujet pour nous ce matin, et donc en réfléchissant au toucher, je me suis dit, il n'est pas anodin que l'Inde ait historiquement baptisé ses plus pauvres d'intouchables. C'est parce que le toucher humanise. L'intouchabilité dégrade, elle choséifie. Et on peut le voir si je ne devais plus avoir de rapport à vous-même que par mon ordinateur, une chose, ça aurait tendance à vous choséifier. Et en même temps, de manière inverse et presque paradoxale, l'intouchabilité sacralise. Elle humanise, l'intouchabilité dégrade, je le disais pour l'un, mais elle sacralise en même temps. Le fait que le divin soit insaisissable, intangible, en témoigne. La même chose pour les pièces précieuses des musées, on ne peut pas les toucher. Donc, je ne rentrerai pas non plus parce que je n'ai pas les moyens de m'étendre ici, je ne maîtrise pas suffisamment sur ce corpus, mais en psychanalyse, il y a aussi l'interdit du toucher. Donc, c'est vraiment un sens qui est très important et qui est lié à la densité du corps. Ce que je vous propose simplement qu'on retienne ici, c'est que le fait de ne plus pouvoir se toucher nous permet en tout cas de renouer avec la valeur souvent oubliée de la présence. Hein. Alors, c'est vrai qu'on peut se cacher par des jeux de rôle et des postures, mais quand on est en présence d'un autre, c'est toujours un peu intimidant et mystérieux. Moi, je me suis dit que ce confinement me permettrait, quand je vais me retrouver de nouveau en présence des autres, de regoûter d'une certaine manière à ce mystère de la présence. Pourquoi ? Parce que la présence m'engage totalement. Le fait d'être dans un corps à corps, alors je ne fais pas d'allusion, aucune allusion ici, mais juste le corps à corps m'engage totalement. Parce que même si on n'en a pas conscience, mon corps dit des choses que je ne verbalise pas, le corps de l'autre aussi. Et je sais inconsciemment décrypter ces énergies-là. Là, moi, le fait que je ne puisse pas avoir accès à votre énergie, c'est troublant. Alors, bien sûr, je vais pouvoir deviner certaines choses, mais néanmoins, je n'ai plus accès à ce champ énergétique. Donc, il y a dans la présence une intensité et une rareté qu'il me semble aucune technologie de la communication ne va pouvoir recréer. Non seulement elle ne peut pas les recréer, mais je me demande si d'une certaine manière, elle ne les rend pas impossibles, parce qu'une fois que le corps est retranché,
on n'est plus en présence, mais on est représenté à l'écran par une image de nous-mêmes. Et donc, en fait, on est peut-être plus que jamais, enfin en tout cas pour moi c'est une question en suspens, en représentation. Moi je trouve ça toujours troublant de me voir à l'écran. C'est-à-dire il y a quelque chose de bizarrement narcissisant, c'est-à-dire je regarde, vous voyez ce qui n'arrive jamais quand je suis en train de parler à quelqu'un, enfin moi en tout cas ça ne m'arrive jamais, je suis jamais en train de me demander si je suis bien coiffée, je me remets pas. Là quand je me vois à l'écran, je me demande si je rends bien sur la façon dont vous me voyez. Hein. Donc, c'est intéressant tout le travail sur l'image que ça enclenche chez nous. Alors, je termine en revenant à la question qui m'a été proposée par Chloé. Qu'est-ce qu'on fait quand on en vient à devoir travailler sans relation? Est-ce qu'on peut malgré tout travailler dans ces conditions? Et autrement dit, est-ce qu'on peut travailler quand les relations humaines sont réduites à des interactions? Alors, évidemment, tout dépend du sens qu'on donne au travail. Alors, je sais que la conception de Hannah Arendt peut être contestée même, mais je la trouve très puissante. Dans Conditions de l'homme moderne, c'est très abordable, très accessible, donc je vous encourage à aller le lire. Arendt nomme Vita Activa 3 activités humaines fondamentales. Le travail, l'œuvre et l'action. Le travail, ça correspond à la nécessité de la survie biologique pour l'être humain. Donc, ce n'est pas une activité très valorisée et très noble chez Arendt. Nécessaire, mais de peu de valeur humainement. L'œuvre, ça correspond à la capacité de l'être humain à faire culture. Donc, à sortir de l'état de nature pour produire des objets durables dont l'utilité n'est pas vitale. L'action, alors là, elle nous propose une conception de l'action très intéressante, nouvelle en tout cas, correspond à la faculté d'actualiser collectivement la condition humaine. Donc, en un mot, l'action chez Arendt, ça renvoie à l'idée de liberté. Alors, si je reprends cette distinction d'Arendt, eh bien, je formulerai la réponse suivante à la question qui m'a été posée pour ce matin. Oui, on peut travailler en se contentant d'interactions. Donc non, le travail n'a pas besoin de la relation pour se faire, et c'est ce que nous sommes certainement déjà nombreux à expérimenter. On est un maximum en télétravail. Moi, à travers TAI, l'agence de philosophie que j'ai cofondée avec mon associé, on fait beaucoup, majoritairement du présentiel. Et donc, il y avait cette idée que pas grand-chose pourrait se faire par des voies digitales. Mais, alors oui, bien sûr, il y a quelque chose qui est insubstituable dans le présentiel, mais là, il y a plein de collaborateurs qui sont et d'entreprises qui sont en train de réaliser que ce qu'elles pensaient peu concluant ou douteux ou ruineux du point de vue du télétravail est en fait possible. Le travail se fait en revenant juste à des interactions. Alors, il va sans dire que je parle ici de tout travail qui ne nécessite pas, pour sa réalisation, d'intervenir sur le corps d'un autre. Hein. Je ne parle pas des chiropracteurs, des ostéopathes, des infirmiers, voilà. Hein. Je parle de mon travail à moi, par exemple. Alors, je termine. Bien sûr que sans la relation, le travail se trouve un peu désenchanté, mais il se fait. Par contre, ce que je pense qu'on peut retenir d'Arendt, c'est ce pourquoi on va vraiment avoir besoin de nos relations humaines au sein de cette crise, c'est pour agir au sens d'Arendt, c'est-à-dire pour vivre collectivement un sursaut de liberté à travers lequel on va pouvoir réactualiser notre condition humaine, repenser le vivre ensemble et la façon dont on fait société. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai probablement explosé mon timing, mais c'était irrépressible. Il fallait que je partage tout ça avec vous.